Il y aurait quelqu'un d'autre? Eh ben, c'est parti. Au niveau du son, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Moi, c'est parfait. Donc, ce soir, je vais vous parler des mouvements de la Terre au cours des temps. Et puis, en fait, je vais essayer de vous expliquer comment on est passé du géocentrisme, c'est-à-dire avec la Terre au centre de l'univers, fixe, à l'héliocentrisme, où en fait, c'est le Soleil qui est placé au centre. Et puis, la Terre, à ce moment-là, est animée de deux mouvements. Un mouvement de rotation, elle tourne sur elle-même, et un mouvement de révolution, où elle tourne autour du Soleil. Et pour cette présentation, je me suis appuyé sur deux sources essentiellement. Un article des Cahiers Clairaut, écrit par Véronique Auguel et puis Pierre Causeret. Et puis un article, c'est pas un article, ce sont des vidéos de Richard Taillé sur l'histoire de la cosmologie. Et ces vidéos de Richard Taillé, elles sont vraiment très très bien faites et je vous conseille, vous tapez Richard Taillé, histoire de la cosmologie. Je crois qu'il y a 4 épisodes et c'est vraiment très très bien fait. Voilà, alors Richard Taillé, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il était venu aux Nuits étoilées d'Auvergne en 2013 pour parler des films et avec tout ce qui était en rapport avec l'astronomie. Alors on va se placer il y a déjà longtemps, peut-être il y a 2500, 3000 ans, et puis on se met à la place de ceux qui observaient le ciel. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel? Eh ben, en journée, effectivement, on peut voir le soleil qui évolue, qui se lève à l'est et puis qui va se coucher à l'ouest. Et puis, on peut voir la Lune aussi en journée. Et la nuit, forcément, effectivement, on voit plein de points brillants, ce sont les étoiles. Mais parmi ces étoiles, il y en a qui sont fixes les unes par rapport aux autres. Et puis, vos ancêtres avaient constaté qu'il y avait des petits points qui bougeaient par rapport à ces étoiles fixes. Et ils ont appelé ça des planètes. Alors voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous voyez la souris. Donc, vous avez la grande ours qui est là-haut, hein, qui est en haut de l'image. Voilà. Et donc ça, c'est le mouvement des étoiles au cours de la nuit. Et si en fait, on joint les positions successives des étoiles, voilà ce qu'on obtient. On obtient un filet d'étoiles. Et en fait, toutes les étoiles de l'hémisphère nord semblent tourner autour d'une étoile qui est celle-ci, ici, qui est l'étoile polaire. Alors, étoile qui bouge un petit peu, on voit qu'elle n'est pas tout à fait fixe. Alors, le trait droit que vous avez, c'est l'ISS qui est passé pendant que je faisais ces photos. Alors, comment expliquer ces mouvements d'étoiles? Donc là, je vais utiliser des vidéos de Richard Taillé, puis des extraits des vidéos de Richard Taillé. Alors, la première animation, là, vous imaginez, donc on a une sphère bleue, les points bleus, ce sont les étoiles qui accrochées sur cette sphère. Excuse-moi, Franck, Geneviève dit qu'elle n'a pas le direct. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est dessus. Donc, je continue. Donc, il était facile à l'époque de se représenter finalement le ciel comme une gigantesque sphère sur laquelle les étoiles sont accrochées. Le plan blanc que vous avez à l'écran, là, c'est notre horizon. Et cette sphère peut tourner autour d'un axe. Alors, normalement, ça devrait se lancer. Voilà. Donc, le pôle nord est indiqué, l'axe autour duquel la sphère tourne. La flèche jaune verticale représente le zénith. Et vous avez donc les étoiles qui font le tour, effectivement, de cette sphère. Donc, cette sphère qui tourne autour de cet axe-là. Les étoiles se lèvent à l'est et vont se coucher, comme vous le savez, du côté ouest. Donc, ça, c'est une première vision. Et puis, ici, on va rajouter le soleil. Alors, le soleil, c'est cette petite boule jaune qui a été rajoutée, qui touche une étoile. Là encore, on va observer l'évolution de notre système sur 24 heures pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, la sphère céleste tourne autour de l'axe des pôles. Et puis, 24 heures plus tard, voilà. Alors, est-ce que vous avez vu la différence par rapport à tout à l'heure? Il y en a une petite. Si on revient 24 heures en avant, voilà. On s'aperçoit que le soleil jouxtait, touchait l'étoile, alors que 24 heures plus tard, le soleil ne touche plus l'étoile. En fait,
c'est vrai, le soleil tourne moins vite que les étoiles. Alors, bien sûr, pour s'en rendre compte à l'époque, c'était pas si évident que ça. De toute façon, de nos jours aussi, on ne peut pas voir les étoiles en plein jour. Par contre, on sait pertinemment que les constellations, d'une saison à l'autre, elles évoluent. Et que juste avant le coucher du soleil, ces constellations ne sont pas les mêmes. Donc, on savait que le soleil se déplaçait par rapport aux étoiles. Cette ligne jaune que vous avez qui a été tracée, c'est finalement la trajectoire du soleil par rapport aux étoiles. Et ça, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Et cette bande sur la voûte céleste qui est délimitée par ce cercle jaune, eh ben, c'est la bande qui contient les 13 constellations du zodiaque. Petite parenthèse, alors il n'y a pas de calcul dans cette présentation, juste un tout petit calcul ici pour retrouver les 23h56 4 secondes. En fait, il faut 365 jours, un quart pour que la Terre prenne la même position par rapport aux étoiles, mais il faut un jour de plus pour que le Soleil reprenne la même position. Et donc, en fait, quand on fait le petit calcul qui est à gauche, ça montre que le temps mis par le Soleil pour faire 360 degrés n'est pas 24 heures, c'est 23h56 4 secondes. Alors, on a parlé du déplacement des étoiles, on a parlé du déplacement du Soleil, mais en fait, les observateurs du ciel de l'époque, ils avaient constaté que certaines planètes avaient un mouvement un petit peu curieux par rapport aux étoiles. Vous voyez normalement à l'écran Jupiter, qui est ici, on a même Saturne, donc nous sommes le 1er février 2020, voilà, et Jupiter est dans la constellation du Sagittaire. Alors, on va faire progresser notre animation. Voilà, Jupiter, vous voyez, on est toujours dans le Sagittaire, hein, mais Jupiter a progressé vers la gauche. Et si on continue, voilà, Jupiter, on est au mois d'avril. Jupiter progresse en direction du Capricorne, encore. Et au mois de juin, nous sommes au mois de juin, visiblement Jupiter et Saturne stoppent leur course, repartent en arrière, en direction du Sagittaire. Et au mois d'octobre, stoppent à nouveau leur course et repartent en avant en direction du Capricorne. Alors ce mouvement particulier, c'est ce qu'on appelle une rétrogradation. On a vu qu'il n'y a pas que Jupiter, puisque Saturne avait à peu près le même mouvement. On avait aussi, on a une autre planète, c'est Mars. Et d'ailleurs, c'est Mars qui offre les plus belles rétrogradations par l'ampleur de la rétrogradation. Donc voilà la rétrogradation de Mars en 2020. C'est au mois d'octobre que Mars sera en opposition, donc c'est aux alentours du mois d'octobre qu'on pourra assister à cette rétrogradation. Alors il y a deux planètes qui se distinguent, et vos ancêtres l'avaient constaté, c'était Mercure et Vénus. Elles sont toujours à proximité du Soleil. On ne peut les voir que le matin, juste avant le lever du soleil, ou le soir, juste après le coucher du soleil. Donc vos ancêtres, en fait, ils ont essayé d'élaborer des modèles pour comprendre et puis prévoir. Alors pourquoi prévoir? Tout simplement parce que, notamment dans le domaine de l'agriculture, si vous voulez, on sait très bien quand il faut récolter, on s'aperçoit bien quand le blé est mûr, ça ne pose pas de problème. Mais savoir quand est-ce qu'il faut semer, est-ce qu'on est au printemps ou pas, ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile. On a tous connu des mois de février particulièrement radieux et de bonnes gelées derrière. À l'époque, il n'y avait pas du tout de calendrier. On ne savait pas où on était. On ne savait pas s'il allait faire beau. Alors effectivement, le jour rallongeait, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il était nécessaire de créer un calendrier, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la religion plus tard, parce que certaines fêtes religieuses, que vous preniez par exemple Pâques ou le Ramadan, elles sont fondées sur les phénomènes astronomiques. La religion, l'astrologie aussi, sans faire l'apologie de l'astrologie, il faut vous mettre à la place de ces personnes il y a plus de 2000 ans. Si le Soleil avait une influence sur le temps qu'il fait, puisque finalement la chaleur dépendait de la hauteur du ciel, de la hauteur du Soleil dans le ciel, le fait que l'automne arrive, la neige dépendait de la position finalement du Soleil. Pourquoi le Soleil n'aurait pas eu une influence sur nous, voire les planètes? Donc voilà comment est née l'astrologie. Et puis la navigation. Donc il a été nécessaire aussi de comprendre et de prévoir, de prédire
pour la navigation. Pourquoi pour la navigation? Parce que quand vous êtes en pleine mer, c'est pas évident de savoir exactement où on est. En latitude, c'est plus simple. Quand on est dans l'hémisphère nord, il suffit de mesurer à quelle hauteur se trouve l'étoile polaire dans le ciel. Par contre, en longitude, ça pose problème. Et avant les horloges marines, on se servait donc de l'astronomie pour savoir où on était en longitude. Alors, vos ancêtres ont cherché à créer des systèmes pour comprendre comment le ciel évoluait, comment fonctionnait cette mécanique céleste. Et le premier système, c'est le modèle de Philolaos de Crotone. C'est un pythagoricien, Philolaos. Et pour Philolaos, le monde, en fait, est organisé autour d'un feu central. Vous avez ici le feu central, Hestia, d'accord, au centre du cosmos, et autour duquel gravitent 10 sphères de cristal séparées par des intervalles harmonieux, donc régulièrement répartis. On verra que l'harmonie, en fait, c'est une quête qui a été suivie par beaucoup, finalement, d'astronomes. Alors, 7 sphères pour 7 planètes. Pourquoi cette planète? Jupiter, Mercure, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Saturne. Alors oui, effectivement, j'ai dû choquer certains d'entre vous en mettant Lune et Soleil dans les planètes, mais pour les anciens et pour les Grecs, planète, planétes, c'est astre errant. Et le Soleil, comme la Lune, bouge dans le ciel par rapport aux étoiles, donc étaient des planètes à l'époque. On avait une sphère aussi pour la Terre, une sphère pour une antiterre, et puis la dernière sphère, c'est la sphère des étoiles fixes, donc la sphère des étoiles. Alors le feu central et l'antiterre sont invisibles, parce qu'en fait ils sont opposés à la partie habitée de la Terre, et comme la Terre montre la même face au feu central, elle tourne en 24 heures, et donc on ne peut pas voir le feu central. Mais c'est le feu central qui va éclairer tous les astres, qui vont nous renvoyer leur lumière. Alors le nombre 10, oui. Alors, écoute, dans le modèle de Philolaos, pour lui, c'est ce que j'ai trouvé, effectivement, ce modèle-là, où la Terre avait deux côtés, mais on était d'un côté de la Terre et de l'autre, on ne pouvait pas le voir. Donc, visiblement, pour lui, en fait, si tu veux, la sphère a toujours un côté magique, un côté parfait, un côté volume parfait. Donc, oui, je pense que pour lui, effectivement, il pensait que la Terre était ronde. Oui. Alors, le nombre de 10, il n'est pas choisi au hasard, en fait. 10, c'est une décade, et c'est un nombre complet et symbolique à l'époque. En fait, ce nombre, il est composé des 4 premiers chiffres. Quand vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, on arrive à 10. Donc voilà peut-être pourquoi Philolaos, effectivement, a mis une antiterre, parce que je n'ai rien trouvé sur l'antiterre et pourquoi l'antiterre. Je vous ai mis en bas aussi une frise chronologique. Hein. On est autour de moins 400 ici, avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Le deuxième système qui a été proposé, c'est le modèle d'Eudoxe de Cnide. Alors, Eudoxe de Cnide, c'est un disciple de Platon. Il n'a pas été élève de Platon pendant très longtemps, hein, juste pendant une période très courte. Et puis, Platon, en fait, a posé un problème aux mathématiciens. Il leur a demandé, mais en fait, comment on peut expliquer le monde simplement à l'aide de mouvements circulaires uniformes? Et il s'agit alors de... Pardon, je vais couper le son. Voilà. Donc, il s'agit alors en fait de reproduire le mouvement des astres à l'aide de mouvements circulaires uniformes. Et Eudoxe propose le modèle des sphères homocentriques. Alors, c'est quoi les sphères homocentriques? Voilà. Donc, vous imaginez un cercle qui est solidaire d'un axe et qui peut tourner autour d'un axe à l'aide de 2 pivots. Les 2 pivots, vous les avez vus, il y en a un ici, il y en a un en dessous, voilà. Donc les 2 pivots sont là. Et si maintenant on rajoute un autre cercle à l'intérieur du premier, qui peut bouger à l'intérieur du premier à l'aide de 2 pivots là aussi, quand on met le tout en mouvement, voilà ce que ça donne.
Je devrais peut-être accélérer un tout petit peu la vidéo. Voilà, donc là, on rajoute une planète et on va faire tourner l'ensemble. Donc là encore, c'est un extrait d'une vidéo de Richard Taillet. L'inconvénient de cet extrait-là, c'est qu'on a des difficultés à voir finalement ce qui est en arrière-plan et en premier plan. Alors, dans quelques instants, on va rajouter une sphère et puis ça sera beaucoup plus facile, voilà, de comprendre ce qui se passe. Donc, on fait tourner l'ensemble et on essaye de savoir quel sera le mouvement de la planète quand le cercle blanc va tourner dans le cercle jaune tournant lui aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Et on s'aperçoit qu'en fait, le mouvement de notre planète, c'est un 8. Donc, rien qu'avec deux mouvements circulaires parfaitement uniformes, on peut créer une espèce de 8. Et si maintenant, vous rajoutez un troisième cercle, et bien voilà ce qu'on obtient. Et notre planète, elle avance, elle recule, elle avance. Et donc simplement avec trois sphères, donc trois cercles qu'on peut remplacer par trois sphères, on peut expliquer le mouvement des rétrogradations. Donc ça, c'est le modèle d'Eudoxe de CNID. En fait, Eudoxe, lui, il a créé un système à 27 sphères. Il rajoute une sphère pour chaque planète. Alors je crois que c'est pour annuler le mouvement de la prochaine. Il y a 3 sphères pour la Lune, 3 sphères pour le Soleil. Au total, on a 27 sphères. Voilà. Et le problème de la rétrogradation, le problème du mouvement du Soleil, le problème du mouvement des étoiles est résolu grâce au système d'Eudoxe. Petite chose aussi, Platon, en fait, il a influencé énormément ses élèves et puis le monde d'après. Platon, en fait, il a une définition mystique de l'univers. Et pour lui, l'univers fini se divise en deux parties. Il y a le monde sublunaire, donc finalement la Terre jusqu'à la Lune. Et là, c'est un monde qui est instable, incertain, altérable, d'accord, et qui est lié au mouvement rectiligne. Et puis, il y a le monde supralunaire. Et ce monde supralunaire-là, au-dessus de la Lune, y compris la Lune, il est immuable, parfait, stable, éternel. Et lui, ce monde-là, il est lié au mouvement circulaire uniforme. Aristote va reprendre le système des sphères homocentriques. Et pour lui, en fait, pour Aristote, donc au centre du monde se trouve la Terre. Bon, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la sphère des fixes. On retrouve effectivement ce qu'on a vu précédemment. Il rajoute la théorie des 4 éléments. Alors, vous l'avez sur la droite, hein, on voit bien effectivement la Terre, l'eau, vous avez l'air, le feu autour, et tout ça, c'est le monde sublunaire. Voilà. Et au-delà de l'orbite de la Lune, vous avez effectivement le monde supralunaire qui lui est composé d'éther, et c'est le domaine de la perfection, comme on l'a dit tout à l'heure. Aristote, lui, c'est une sorte de mécanicien du ciel. Il aimerait bien perfectionner le système d'Eudoxe, en fait, en faisant en sorte, comme s'il y avait un grand architecte, si vous voulez, qui lance la sphère des fixes, et quand vous mettez la sphère des fixes en mouvement, automatiquement, ça lance la sphère qui est juste avant, ça lance donc le mouvement de Saturne, qui lance le mouvement de Jupiter, et donc, en fait, Aristote, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des sphères, voilà. Et finalement, il aboutit à un système où il a 56 sphères. Par contre, si on explique bien le mouvement des étoiles, si on explique bien le mouvement du Soleil, et puis la rétrogradation des planètes, il y a quelque chose que l'on n'explique pas avec son système, c'est les variations d'éclat des planètes. Ça, on n'arrive pas à l'expliquer avec le modèle des sphères. Alors, Héraclide Dupont, c'est un élève de Platon, puis d'Aristote. Il aurait été le premier à soutenir que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures pour expliquer le mouvement apparent des étoiles. Et en fait, certains auteurs lui accordent même le privilège, finalement, d'un système où vous avez, vous voyez ici, le Soleil qui tourne toujours autour de la Terre, hein, avec la Lune qui tourne autour de la Terre. Mais en fait, autour du Soleil, il fait tourner Mercure et Vénus. Et donc, en fait, c'est le premier qui, lui, fait tourner des choses autour du Soleil. Donc, on a un système qui est géo-héliocentrique pour Héraclide Dupont. Donc, c'est pas... Voilà, à l'époque, on est toujours vers moins 350 ici.
On est vraiment bien avant notre ère. Et donc là, on a un premier système où tout ne tourne pas autour de la Terre. Bon, mais de toute façon, là, ça n'explique pas non plus les variations d'éclat de certaines planètes. Donc il y a un quatrième système qui va être proposé, et ce quatrième système, c'est celui d'Aristarque de Samos. Alors c'est un astronome mathématicien. Aristarque de Samos, lui, il est connu, si vous cherchez Aristarque, vous verrez que c'est le premier à avoir essayé de déterminer la taille de la Lune. Alors la taille de la Lune par rapport à celle de la Terre, hein. Donc il observe les éclipses de Lune, et quand il y a une éclipse de Lune, on voit nettement l'ombre de la Terre sur la Lune. Et il évalue que globalement, le diamètre de la Terre doit être à peu près 3 fois celui de la Lune, et que la distance Terre-Lune doit valoir à peu près 19 rayons terrestres. Alors tout ça, effectivement, il y a des erreurs. Il a supposé que l'ombre de la Terre, c'était un cylindre parfait, ce qui n'est pas le cas. Il a même essayé de déterminer la distance Terre-Soleil lors d'un premier quartier de Lune. Donc on a le premier quartier, et en fait, il mesure l'angle entre la direction Terre-Lune et Terre-Soleil. D'accord. Alors sur le schéma, elle vaut 75 degrés. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Il arrive à une détermination de 87 degrés. Alors, les degrés à l'époque n'existaient pas, hein, mais lui, il trouve un angle qui correspond à peu près à ça, et il en déduit que finalement, la distance Terre-Soleil vaut 19 fois la distance Terre-Lune. C'est largement sous-estimé, en fait, parce que, vous voyez l'angle qu'il a pris, en fait, la valeur réelle, elle est ici. Alors, Aristarque, ses idées, elles sont connues grâce à Archimède. Mais en fait, si elles sont connues grâce à Archimède, c'est tout simplement parce que Archimède dénigre les travaux d'Aristarque. Et notamment quand quand Archimède parle d'Aristarque, il dit Aristarque suppose que les étoiles fixes et le Soleil sont immobiles, tandis que la Terre est emportée autour du Soleil le long d'une circonférence dont le Soleil occupe le centre, et d'autre part que la sphère des astres fixes centrée sur le même centre du Soleil est si grande que la circonférence sur laquelle la Terre est supposée se mouvoir est à la distance des étoiles comme le centre de la sphère est à sa surface. En fait, Aristarque, c'est le premier à mettre le Soleil au centre. C'est un précurseur finalement de Copernic. Mais en fait, Archimède se moque d'Aristarque et il le fait tomber dans l'oubli. Parce qu'il lui reproche, le manque de précision de toutes ses mesures. Alors effectivement, Aristarque n'est pas très précis dans ses mesures et toutes ses estimations sont très approximatives. Et du coup, ça, on va complètement l'oublier. Et Aristarque va mourir isolé dans sa vision du monde, voilà, alors que c'était un précurseur de Copernic. Donc, le premier à avoir mis le Soleil au centre, c'est Aristarque. Il faudra attendre, on est autour de moins 250, il faudra attendre quand même 1800 ans pour en revenir à cette époque-là, enfin, à ce. Alors, petite remarque, c'est à cette même époque, vous en avez certainement entendu parler, qu'Ératosthène mesure la circonférence terrestre. Alors, comment fait Ératosthène ? Ératosthène, il vit à Alexandrie, et il sait qu'à Syène, alors Syène c'est ici, c'est l'actuel Assouan, en fait il sait qu'ici, le jour du solstice, les rayons du soleil peuvent pénétrer jusqu'au fond d'un puits. En fait, ils arrivent perpendiculairement au sol, donc verticalement, on voit bien la verticale ici, qui rejoint le centre de la Terre, tandis qu'à Alexandrie, les rayons du soleil font un angle, ici, alpha, qui vaut à peu près un 50e de cercle. Bon, alors un 50e de cercle, on peut le reporter comme ça, 50 fois autour. Et donc, en fait, Ératosthène va essayer de faire un calcul, puisque cet angle-là vaut un 50e de cercle, mais cet angle-là, on le retrouve ici. Ça veut dire qu'en fait, si j'arrive à connaître cette distance, je peux connaître la circonférence de la Terre, puisqu'elle vaut 50 fois plus que celle-ci. Et en fait, il va se servir des caravanes de chameaux qui mettent 50 jours pour aller d'Alexandrie à Syène, à raison de 100 stades par jour. Il va se servir du fait qu'un stade, c'est à peu près 160 mètres. Et donc, il va trouver 40 000 km. Là aussi, il y a des approximations qui sont faites par Ératosthène. Donc, effectivement, il suppose que la Terre est complètement sphérique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il suppose que le Soleil est infiniment loin, ça on ne peut pas lui reprocher, mais c'était une hypothèse à l'époque. Et puis, enfin,
Pour que ça fonctionne bien, ça, il faut que les deux villes soient exactement sur le même méridien, et ce n'était pas tout à fait le cas. Mais en fait, il a fait des erreurs qui se sont compensées, et du coup, sa mesure, effectivement, elle est plutôt très précise, puisque c'est la circonférence qu'on s'accorde à donner aujourd'hui, 48 km. Voilà. Alors, on abandonne les sphères homocentriques, et puis on va passer aux épicycles. Alors, les épicycles, le premier à en parler, c'est Apollonius de Perge. Chaque planète se déplace, chaque planète, vous voyez Jupiter, se déplace sur un épicycle. Bon. On voit ici Vénus et son épicycle, Mercure son épicycle, Mars et son épicycle, Saturne et son épicycle. Et en fait, ce petit cercle-là, le centre du petit cercle, se déplace sur un plus grand cercle qu'on appelle le déférent. Voilà. Alors, il existe deux systèmes différents, selon qu'on ait une planète interne, comme Vénus et Mercure. Dans ce cas-là, Apollonius, qu'est-ce qu'il fait? Il place le centre ici des petits cercles en face du Soleil. Et en fait, les deux épicycles de Vénus et de Mercure vont tourner en même temps que le Soleil, à la même vitesse que le Soleil. Autrement dit, le cercle de Vénus et le cercle de Mercure seront toujours devant le Soleil. Je vous demande 30 secondes. Il y a le chat qui veut s'installer sur mes genoux. Non, finalement, il refuse. Et donc ça, c'était pour les planètes internes. Et pour les planètes externes, en fait, Apollonius, lui, le petit rayon centre-planète, il le met systématiquement parallèle à l'axe Terre-Soleil. C'est pour ça que Saturne est ici, que Mars est ici. Et voilà ce que ça donne finalement. Alors, normalement, hop. Donc, on voit la planète, le petit cercle ici, effectivement, qui évolue sur l'épicycle à vitesse constante, tandis que le centre de l'épicycle bouge sur le déférent à vitesse constante. Alors, ce système-là, en fait, il a deux avantages, parce que il permet d'expliquer à la fois la rétrogradation. On voit bien que la planète, effectivement, repart en arrière avant de repartir en avant. Et puis, il permet d'expliquer la variation de l'éclat des planètes, parce qu'il y a des moments où les planètes sont au plus proche de la Terre. Et en jouant sur les diamètres des déférents, des épicycles, et puis sur les vitesses, on peut arriver à reproduire comme ça le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, pour les planètes internes, la période sur le déférent vaut 365 jours, normal, puisqu'on sait que le Soleil met 365 jours pour faire le tour de la Terre et que le cercle, l'épicycle de Vénus et de Mercure doivent mettre aussi 365 jours pour faire le tour. Voilà, on a une période de 365 jours. Et la période qu'il donne à la planète sur l'épicycle, c'est la période de rotation qu'on connaît actuellement autour du Soleil, 224 jours par exemple pour Vénus. Et pour les planètes externes, la période d'un an, c'est sur l'épicycle, et la période du déférent sera la période qu'on connaît actuellement, 1,88 ans, par exemple, pour Mars. Le système d'Apollonius, il va être amélioré par Hipparque. On est toujours à peu près à la même époque, vous voyez qu'on est autour de moins 150 maintenant. Et en fait, Hipparque va complexifier le système, il va rajouter ce qu'on appelle l'excentrique. Alors l'excentrique, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les saisons, elles ne sont pas d'égale longueur, effectivement. Dans l'hémisphère nord, l'été, printemps plus été, dure plus longtemps que automne plus hiver. Et ça, on ne peut pas le reproduire avec le système d'Apollonius. Donc, en fait, notre ami Hipparque, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un point qu'il appelle l'excentrique. Alors ce point excentrique, il est ici, c'est le point M. La Terre est ici, en bleu. Et le Soleil se déplace sur un cercle qui n'est plus centré sur la Terre, mais qui est centré sur l'excentrique. Et à ce moment-là, ça permet d'expliquer pourquoi, effectivement, entre l'équinoxe de printemps ici et puis le solstice d'été, vous avez une grande période. Entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne, une grande période aussi. Et pourquoi les périodes sont plus courtes ici. Donc là, ça c'est très bien. Par contre,
En fait, il y a encore des soucis parce que les positions des planètes, elles ne s'accordent pas tout à fait avec son modèle. On n'arrive pas à accorder parfaitement ce qu'on observe dans le ciel avec le système. Intervient Ptolémée. Vous voyez qu'on a fait un petit bond dans le temps, puisqu'on était autour de moins 150, on est plutôt vers 150 maintenant, donc on a fait un bond de 300 ans. Et Ptolémée, lui, va marquer les siècles suivants. Alors, Ptolémée, il refuse les mouvements de la Terre. Il ne veut pas entendre parler que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle la révolution. Pourquoi il ne veut pas en entendre parler? Tout simplement parce que si la Terre tournait autour du Soleil, elle devrait aller à une vitesse énorme. Et quand on fait bouger la main très rapidement dans l'air, on sent bien le courant d'air sur la main. Donc, si la Terre tournait autour du Soleil, on devrait avoir un vent énorme qui déplace tout, et on ne ressent pas ce mouvement. On ne ressent pas cet air-là. Deuxième chose, la chute des corps. Si effectivement la Terre elle a cette vitesse, quand je jette un caillou en l'air, vu la vitesse de la Terre, le caillou ne pourrait pas retomber là où je l'ai lancé. C'est pas possible. La Terre se serait déplacée énormément. La notion de haut et de bas. À l'époque, on a toujours une idée des 4 éléments. Or, tout ce qui est lourd tombe. Et là, il est hors de question de mettre le Soleil au centre, parce que le Soleil, c'est le feu, c'est léger, ça ne peut pas être au centre. C'est pas possible. Il refuse la rotation de la Terre aussi. Pourquoi il refuse la rotation de la Terre? Toujours par rapport à la chute des corps. Si la Terre tourne sur elle-même, quand je lance un objet en l'air, il ne peut pas retomber au même endroit. Et puis les nuages. On sait qu'on va tous en direction de l'Est, mais la Terre, elle n'a aucune raison d'entraîner les nuages dans sa rotation. Autrement dit, les nuages devraient rester sur place, donc on devrait les voir fuir vers l'Ouest. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Donc la Terre, elle ne peut pas tourner sur elle-même. Bien sûr, on ne connaissait pas l'inertie, on ne connaissait pas effectivement toute la mécanique qu'on connaît actuellement. Donc, pour l'époque, Ptolémée refusait que la Terre se déplace. Et puis, il en a marre de voir le système d'Aristote où finalement un grand architecte lancerait une sphère et puis ça rendrait tout le reste ça mettrait tout le reste en mouvement. Lui, il rend indépendant les mouvements des planètes. Et puis, il affine la description du mouvement des astres. Donc, il reprend le système des épicycles, pas de problème, des déférents, pas de problème. Il reprend les excentriques, effectivement, apportés par Hipparque, mais il rajoute quelque chose. Il rajoute le point équant. Alors, c'est quoi le point équant? Donc, ici, vous avez la Terre, représentée par le petit disque bleu. Vous avez, vous rappelez l'excentrique. Donc, ça, c'est la trajectoire de... c'est votre déférent qui est centré sur l'excentrique. Et l'épicycle, en fait, normalement, est censé tourner à vitesse constante sur le déférent. Et bien, en fait, lui, Ptolémée, ne fait plus tourner l'épicycle à vitesse constante sur le déférent, mais il le fait tourner à vitesse angulaire constante par rapport au point équant. Donc, cette fois, c'est une vitesse angulaire par rapport à ce point-là qu'il maintient constant. Et ça, en fait, ça suffit. L'excentrique qui avait été apporté par Hipparque suffit pour expliquer les durées différentes des saisons, mais ça ne s'accorde pas avec les variations de vitesse du Soleil sur la voûte céleste. Et du coup, c'est ce qui incite Ptolémée à rajouter ce point équant. Alors Ptolémée, il écrit l'Almageste. C'est une œuvre de 13 livres sur l'astronomie. Il a un catalogue de 1022 étoiles, des explications sur le mouvement des planètes dans un système géocentrique. Et il va même rajouter Ptolémée, en fait, excentrique, pardon, pas l'excentrique, mais l'épicycle et le déférent, les deux cercles, sur des plans légèrement inclinés. Ce qui permet d'expliquer pourquoi on ne voit pas forcément exactement Jupiter passer au niveau de Mars ou de Vénus. Voilà pourquoi il peut y avoir un petit décalage en hauteur. Nous sommes autour de 150, et là, vous allez vous apercevoir qu'on va faire un bond énorme, puisqu'on passe au Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Ptolémée et le Moyen-Âge? Eh bien, déjà, tout ce qui est science, c'est plus au niveau des Grecs, puisque les Grecs, les Romains, c'est fini. Et en fait, ce sont les astronomies arabes et perses qui prédominent. Et entre-temps, pendant les siècles qui ont suivi Ptolémée, il y a eu beaucoup de critiques. Alors, critique par rapport au mouvement de la Lune. Parce que si on en croit Ptolémée, quand la Lune est au plus proche de la Terre, elle doit être 2 fois plus grosse que quand elle est éloignée de la Terre. Et ça, en fait, vous l'avez tous vu, la Lune, oui, il y a des moments où elle est plus grosse. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une super Lune, la super Lune américaine. Mais en fait, elle est 15% plus grosse que quand elle est éloignée. Et pas jamais 2 fois plus grosse. Et puis, les orbites des planètes. En fait, il y a des écarts qui sont apparus par rapport au système de Ptolémée.
Et puis, en fait, les civilisations arabes et perses n'acceptent pas ce point équant qu'a introduit Ptolémée, qui en fait casse l'harmonie que recherchaient beaucoup d'astronomes. Alors, les Arabes, les Perses, ont essayé de changer le modèle de Ptolémée, de l'améliorer, mais ça a donné souvent des systèmes beaucoup plus complexes. Et puis, il y a un trouble qui apparaît, en fait, quand un mathématicien arabe montre qu'un mouvement rectiligne peut être obtenu en combinant deux mouvements circulaires uniformes. Donc, vous imaginez ici les deux cercles. Vous avez le cercle vert qui tourne autour du point O. Vous avez un cercle rouge qui est centré sur le point A. Et vous allez faire tourner le cercle vert autour du point O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc forcément, le centre du cercle rouge va se déplacer, mais le point B, lui, va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, un petit moment après, vous avez le point A qui s'est déplacé, mais le point B, lui, restait sur la droite CD. Et puis un moment plus tard, le point A s'est encore déplacé, mais comme le B a le cercle rouge, il est encore sur la droite CD. Et finalement, on peut créer un mouvement rectiligne uniforme à partir de deux mouvements circulaires uniformes. Alors ça jette un trouble. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, le monde sublunaire, c'est le monde qui est corruptible, imparfait, où règne le mouvement rectiligne uniforme. Et le monde supralunaire, au-delà de la Lune, c'est parfait et c'est le mouvement circulaire uniforme. Donc finalement, on peut générer de l'imperfection à partir de la perfection, et ça, c'est difficilement compatible. Nouveau bond dans le temps. Donc là, c'est Copernic, maintenant. On a atteint effectivement un de nos principaux objectifs. Alors Copernic, lui, c'est un chanoine. Alors, chanoine, c'est pas un prêtre, hein. Il fait pas la messe, mais il s'occupe de tout ce qui est organisation des cours dans l'Église. Et puis, il est à la fois médecin, il est astronome polonais. Il a fait ses études en Italie. Et il a appris l'astronomie avec un professeur très critique du système ptoléméen. Il produit un manuscrit, en fait, qui sera copié, mais qui ne sera pas publié. C'est juste pour ses amis, où il expose ses idées. Et dans son manuscrit, en fait, il donne 7 axiomes, 7 postulats, qui sont le point de départ de l'héliocentrisme. Pour lui, le Soleil est au centre. Et puis, à la fin de sa vie, il rencontre Rhéticus, qui est un jeune professeur de maths autrichien, luthérien, qui est protestant. Et il se lie d'amitié avec Rhéticus, et Rhéticus, lui, pousse Copernic à publier ses idées. Alors, quand j'avais fait mes recherches, moi j'étais persuadé que Copernic, il avait publié son livre De Revolutionibus en 1543 et que c'était fait exprès parce que 1543, c'était l'année de sa mort. Donc en fait, il ne s'était pas trop mouillé en disant que le Soleil était au centre. Et puis en plus, dans la préface de son livre, il apparaît qu'il est écrit clairement que ce ne sont que des hypothèses. En fait, ce système héliocentrique n'est qu'un outil. Voilà. Parce que c'est plus simple pour comprendre ce qui se passe. Mais en fait, quand Copernic publie le De Revolutionibus, il a le soutien non seulement de son ami Rhéticus, mais il est soutenu par un évêque de Varny, par le cardinal de Padoue et également par le pape Paul III. Donc en fait, Copernic, quand il publie ses idées sur l'héliocentrisme, il est soutenu, que ce soit par les protestants, les catholiques de l'époque. On lui a reproché aussi de publier en Allemagne, comme s'il avait peur de publier en Pologne, son pays. Mais en fait, s'il publie en Allemagne, c'est tout simplement parce que dans son ouvrage, il y a de nombreux schémas. Or, le meilleur pour publier des schémas, c'est Petreius, et Petreius, il est à Nuremberg. Donc voilà pourquoi De Revolutionibus est publié à Nuremberg. Voilà pourquoi il le fait l'année de sa mort. En fait, l'année de sa mort, c'est pas fait exprès. Hein. Voilà. Et il paraît même que Copernic n'aurait jamais tenu dans les mains un de ses ouvrages. Quant à la préface où il est indiqué que l'héliocentrisme, c'est juste un outil mathématique, ça en réalité, elle n'est pas écrite par Copernic, elle est écrite par Andreas Osiander, qui lui est son éditeur. Et c'est lui qui en fait n'a pas envie de se mouiller et qui prévient le lecteur que c'est juste des hypothèses.
Donc ça, c'est, voilà, on est à Copernic, l'héliocentrisme. Alors, comment c'est venu, comment ça c'est venu à l'idée de Copernic, je ne sais pas du tout. Mais effectivement, c'est bien Copernic qui pose les bases de l'héliocentrisme. Un autre personnage intéressant, c'est Tycho Brahe. Parce qu'il ne faut pas croire que, sous prétexte que Copernic a donné l'héliocentrisme, ça y est, l'héliocentrisme a gagné, pas du tout. Alors Tycho Brahe, c'est un astronome, un grand astronome. Il est danois, il est installé sur l'île de Benne, et en fait, dans sa jeunesse, il observe des éclipses, une conjonction Jupiter-Saturne. Une conjonction Jupiter-Saturne, c'est que les deux planètes sont quasiment alignées. Et ça ne correspond pas du tout aux tables alphonsines, donc aux prévisions qui sont basées sur les tables de Ptolémée. Voilà. Donc, remise en cause du système de Ptolémée, et puis il observe aussi une supernova, et puis la grande comète de 1577. Et Tycho Brahe, il sait pertinemment que cette supernova, cette étoile qui naît et qui meurt dans le ciel, et cette comète qui apparaît et qui disparaît, c'est pas au-delà de la Lune. Oui, mais alors si c'est pas au-delà de la Lune, c'est pas en deçà de la Lune, désolé, c'est au-delà de la Lune. Si c'est au-delà de la Lune, c'est pas possible. Normalement, au-delà de la Lune, c'est ce qui est parfait, ce qui ne doit pas changer. Donc, il ne peut pas y avoir une supernova qui apparaisse et qui disparaisse. Il ne peut pas y avoir quelque chose comme une comète qui apparaît et qui disparaît. Donc là encore, c'est une remise en cause du système de Ptolémée. Et comme c'est un observateur qui est hors pair, en fait, Tycho Brahe, lui, se fait construire un observatoire avec des outils d'une précision inégalée pour l'époque. La précision de ces outils, c'est de l'ordre de la minute d'arc. Alors, une minute d'angle, c'est quoi? Vous avez tous tenu un rapporteur un jour dans vos mains, un rapporteur dont généralement il y a 180 degrés. 180 degrés, on voit bien ce que c'est un angle plat. Eh bien, un petit degré, c'est pas grand-chose. Une minute d'arc, c'est 1/60e de degré. Donc le tout petit degré, vous le divisez en 60 parties, ça vous donne une minute d'arc. Eh bien, en fait, les instruments de mesure de Tycho Brahe étaient capables de mesurer la position des astres avec une précision meilleure que la minute d'arc. Tycho Brahe, lui, il n'est pas d'accord avec Copernic. Alors, il n'est pas complètement en désaccord avec Copernic. Vous voyez, dans le système de Tycho Brahe, on a la Terre au centre, on a bien la Lune qui tourne autour de la Terre. Le Soleil est ici, il tourne autour de la Terre. Donc, on est sur un système géo-héliocentrique. Pourquoi géo-héliocentrique? Tout simplement parce que vous remarquez qu'il fait tourner Mercure, Vénus autour du Soleil, mais également Mars, qui est en rotation autour du Soleil, Saturne et Jupiter. Donc, toutes les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil est en rotation autour de la Terre. Donc, il est partisan d'un système géo-héliocentrique qui sera soutenu par l'Église catholique. Et puis vient Kepler. Alors Kepler, lui, on est toujours, vous voyez, au XVIe siècle. Il a une enfance qui est pauvre et difficile. Il étudie la physique, le grec, l'astronomie, et il est initié par son prof de mathématiques au système de Copernic. En 1595, en fait, il recherche lui aussi l'harmonie dans le cosmos, et il découvre que les 5 solides de Platon, les polyèdres réguliers, alors vous avez là les polyèdres réguliers, il y en a un que vous connaissez parfaitement, c'est le cube. Alors c'est quoi un polyèdre régulier? Un polyèdre régulier, c'est un polyèdre, plusieurs faces, dont les faces sont toutes identiques. Un cube, il a 6 faces complètement identiques. Vous voyez à l'intérieur aussi le tétraèdre. Le tétraèdre, lui, c'est 4 triangles qui composaient les 4 faces. Ce que l'on voit derrière, c'est le dodécaèdre à 12 faces. Et puis, vous avez également le tétraèdre et l'icosaèdre à 20 faces, qui ont des faces parfaitement identiques. Et donc, il s'aperçoit que ça s'emboîte bien avec les orbites des planètes. Voilà. Donc, il publie un premier ouvrage, là, le Mysterium Cosmographicum, et puis il rencontre Tycho Brahe. Alors, cette rencontre avec Tycho Brahe, par contre, elle se passe mal. Bon. Mais Kepler, ce qui le distingue des autres, c'est que pour la première fois, en fait, on n'est pas simplement comment ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne comme ça. Voilà. Et en fait, Kepler, lui, ce qu'il pose comme question, c'est mais pourquoi on a 6 planètes? Parce que
Pour lui, maintenant, il n'y a plus que 6 planètes, hein, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Alors pourquoi 6 planètes? Pourquoi elles sont disposées à ces distances par rapport au Soleil? Pourquoi elles se déplacent à ces vitesses? Et pour lui, ces 3 questions, elles sont d'égale importance. Il arrive à Prague en 1600. Il rencontre Tycho Brahe et en fait, il est bien décidé, notre ami Kepler, pardon, à utiliser les mesures Tycho Brahe. On a vu que les mesures Tycho Brahe étaient très... Ça marche. Oui, ça marche très bien. Et donc, on a vu que les mesures de Tycho Brahe étaient ultra précises. Mais en fait, Kepler va avoir des difficultés. Ils ne vont se côtoyer que pendant 20 mois, parce que Tycho Brahe meurt 20 mois plus tard. Et Kepler finira par mettre la main sur les tableaux de mesure de Tycho Brahe. Il pensait mettre quelques semaines, en fait, à trouver quelle était l'orbite de Mars, parce que toutes les mesures de Tycho Brahe étaient faites par rapport à la Terre. Or, il est plus simple de se baser par rapport au Soleil, mais ça, on ne le savait pas. Donc, Kepler, lui, va faire des calculs. Mais au lieu de mettre quelques semaines, il va mettre 6 ans. 6 ans pour faire des calculs. Et ça va le faire aboutir à 2 premières lois de Kepler en 1609. La première loi de Kepler, elle dit que chaque planète, en fait, ne décrit pas un cercle, mais une ellipse. Autrement dit, un ovale. Et que l'ovale n'est pas centré sur le Soleil. Il est né en Autriche. Attends, on va dire à Marguerite qu'elle se connecte et qu'elle coupe son micro. Et donc, en fait, Kepler, il va mettre 6 ans pour aboutir au fait qu'une planète, elle ne décrit pas un cercle, mais une ellipse. Que cette ellipse, elle n'est pas centrée sur le Soleil. Hein. En fait, dans une ellipse, il y a 2 foyers. Voilà, et le Soleil occupe l'un des foyers. Et la deuxième loi de Kepler, elle dit que le petit rayon Soleil-planète, en fait, balaye des aires égales pendant des durées égales. Imaginez qu'ici, il y a 10 jours entre cette position et celle-ci. Eh bien, 10 jours plus tard, je sais que la planète sera là et que l'aire ouverte ici, donc la surface, sera identique à celle-ci. Et que quand la planète est là-bas, de l'autre côté du Soleil, eh bien, en 10 jours, elle ne parcourra que cette distance-là. Pourquoi que cette distance-là? Tout simplement parce que cette aire ici, en jaune, doit être identique à celle qui était là, ou celle qui était là. Donc, si la distance parcourue ici en 10 jours est plus petite que là, bah, c'est que l'astre ne va pas à la même vitesse partout sur son orbite. Donc, l'astre va beaucoup plus vite quand il est proche du Soleil que quand il en est éloigné. Et donc là, on explique facilement pourquoi les saisons durent plus ou moins longtemps sur Terre. Et puis, en 1619, il va énoncer la 3e loi. Alors, lui, il est aussi en recherche d'harmonie, et en fait, il essaye de trouver l'harmonie, il essaye de trouver des rapports, comme il y a des rapports entre les fréquences des notes en musique, lui, il va essayer de trouver des rapports sur le temps mis par les planètes pour faire le tour du Soleil. Et finalement, la loi qu'il va trouver est la suivante, c'est que le cube du demi-grand axe de l'orbite, alors le cube du demi-grand axe de l'orbite, pardon. Le grand axe, il est là. C'est ça le grand axe. Vous prenez le demi-grand axe, donc le centre est ici. Voilà le demi-grand axe. Ben ça, vous le mettez au cube. Autrement dit, vous faites cette distance, fois cette distance, fois cette distance. Et vous le divisez par le carré de la période, autrement dit, le temps mis par la planète pour faire le tour, que vous multipliez par elle-même, et ça vous donne une constante. Donc, on dit en science un t carré sur a cube, ou a cube sur t carré égale constante. Ça, c'est d'une importance fondamentale, parce que on connaissait à l'époque la durée mise par les planètes pour faire le tour du Soleil, pour toutes les planètes. Voilà. Mais on n'avait aucune notion de la distance des planètes au Soleil. Eh bien, il suffisait, par exemple, de trouver la distance entre la Terre et le Soleil pour pouvoir connaître la fameuse constante et être en mesure de déterminer toute la distance des planètes au Soleil. Et donc ça, c'est sa 3e loi de Kepler. Et puis, 2 autres personnages que vous connaissez, donc Galilée, à gauche. Alors Galilée, forcément, lui, il a favorisé l'héliocentrisme. 1609,
Alors Galilée, on est à cheval sur le 16e, 17e siècle, il est né en 1564 et puis mort en 1642. Il se procure les modèles de la lunette hollandaise et puis en 1609, il se confectionne une lunette que lui va orienter vers les étoiles. Il observe la Lune. Et en observant la Lune, j'aurais pu incorporer les images effectivement, mais je ne voulais pas que ce soit trop long. Il s'aperçoit que la Lune est constellée de cratères. Donc la Lune, c'est loin d'être une sphère parfaite. Il observe également Jupiter. Et quand il observe Jupiter, il voit autour de Jupiter 4 petits points brillants qui bougent d'heure en heure et de jour en jour. Ouais, mais ça prouve que tout ne tourne pas autour de la Terre, puisqu'il y a des choses qui tournent autour de Jupiter. Donc, une deuxième raison de remettre en cause le système de Ptolémée. Et puis enfin, il observe Vénus. Et les phases de Vénus qu'il observe, il dira qu'elle est comme la Lune finalement, parce qu'il peut observer des croissants, des phases gibbeuses. Et bien, ce qu'il observe, c'est incompatible avec le système de Ptolémée. Donc, Galilée est un fervent défenseur du système de Copernic. Alors, il n'est pas tout de suite inquiété par ses propos, parce qu'il a la faveur du pape, mais en fait, en 1633, par contre, effectivement, il y aura, au bout d'un deuxième procès, il sera contraint d'abjurer et de nier l'héliocentrisme. Et puis, le personnage qui est à droite, lui, c'est Newton. Alors, Newton, lui, va aller plus loin parce qu'en fait, grâce aux travaux de Kepler, qu'on a vu précédemment, Newton va aller plus loin. Newton va finalement créer la loi de la gravitation universelle et il va donner l'explication du mouvement des planètes. En fait, si une planète elle reste en mouvement autour du Soleil, c'est parce qu'elle est soumise à une force, la force de gravitation. Et grâce à sa formule de la force de gravitation, en fait, Newton est capable de redémontrer les 3 lois de Kepler. Autrement dit, les 3 lois de Kepler, elles tiennent la route. Newton l'a montré. Alors, Newton, lui, c'est pareil. Quand il écrit le De Principia, son livre, dans lequel il expose la loi de gravitation universelle, c'est loin de faire l'unanimité. Et il faudra presque attendre 70 ans pour que le débat entre les cartésiens et puis les newtoniens commence à diminuer. Et Newton, en fait, il est connu en France grâce aux travaux de la marquise du Châtelet qui a su traduire ses écrits. Mais bon, on est loin encore d'avoir un consensus autour de l'héliocentrisme. Et en fait, il faudra attendre une forte démonstration que la Terre tourne sur elle-même. Et cette démonstration que la Terre tourne sur elle-même, elle sera apportée par Léon Foucault. Et là, on est au 19e siècle, on est en 1851. Et sous la coupole du Panthéon, à Paris, en fait, Foucault suspend une sphère. La longueur de fil est énorme, c'est plusieurs dizaines de mètres. Et finalement, le plan d'oscillation de ce pendule, eh bien, il a tendance à changer de direction au cours des heures. Et ça, c'est une preuve irréfutable que la Terre tourne. Et si la Terre tourne, c'est que le système de Ptolémée ne tient pas la route, que le système géo-héliocentrique de Tycho Brahe ne tient pas la route non plus. C'est bien l'héliocentrisme qui régit notre monde. Voilà. J'en ai terminé. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Bravo, bravo, comme d'habitude. Très bien. Très bien, Franck. Super exposé.